thèse, on va recamper le contexte. D'après vous, donc, les éléments sont à 1950. C'est la base d'un de vos ouvrages. 67. Les éléments remontent à 67. Oui, oui, d'accord. Les extraterrestres en tant que tels remontent à 50. Alors d'abord, il y a une chose que je voudrais dire, parce que comme je suis resté quand même 6 ans loin des médias, il y a des gens qui ont lu mes livres, je ne renie rien de ce que j'ai dit et de ce que j'ai écrit. Donc voilà, ça fait le point. Très bien. Alors, entre autres, il y a les Humites qui apparaissent dans l'un de ces ouvrages. Les Humites étant donc... Alors, on peut dire quoi? Un peuple extraterrestre, une communauté extraterrestre? Écoutez, ce sont des documents pour moi. Hein. Ouais. C'est du papier, avec des choses écrites dessus. Je ne sais pas qui sont les auteurs de ces textes, mais ce qui m'a intéressé, c'est le contenu de ces textes, et ça a stimulé des tas de recherches. Voilà. Alors, on va revenir donc à la jeunesse de l'histoire. Ces textes, c'est en 1950, d'après eux, qu'apparaissent des extraterrestres sur Terre, du côté de Digne, avec des engins, et de là, ils vont rester 6, si ma mémoire est bonne, ou si j'ai bien lu, et ces 6-là vont tenter d'entrer en relation avec nous pour, on verra après, communiquer avec nous à travers des textes qui apparaîtront en Espagne. Oui, qui sont reçus par la poste, c'est tout simplement. Et donc, il y a des centaines et des milliers de feuilles de papier, comme ça, écrits en espagnol. Et moi, la première fois que j'ai eu ça, c'est vrai qu'il y a plein de documents de ce genre-là qui circulent, et ils vous tombent des mains au bout de 5 minutes, quoi. Parce que ce sont des trucs auxquels on comprend rien, on perd son temps. Et moi qui étais quand même ingénieur aéronautique de formation, j'ai eu une vingtaine de pages en main, j'ai trouvé ça intriguant, quoi. Et en étant chercheur au CNRS, en étant à l'Observatoire de Marseille, et est-ce que vous, d'abord, en tant qu'astrophysicien, à ce moment-là, vous aviez eu, disons, des doutes en observant certains clichés, en ayant certaines études, en vous disant, c'est vrai que, puisqu'on savait à un moment que l'on parlait déjà des extraterrestres, est-ce que vous aviez été sensibilisé au dossier ou vous vous y intéressiez pas vraiment? Vous savez, je crois qu'un chercheur, il doit être ouvert à tout, quoi, c'est tout. Hein. Le verbe croire n'appartient pas à notre vocabulaire, mais le verbe ne pas croire n'y appartient pas non plus. Le corollaire, quand vous êtes face à une chose, comme disent les Marseillais, ni que j'y crois, ni que j'y crois pas. On doit avoir cette position-là, sinon on n'est pas un véritable scientifique. Donc face à ça, et tout de suite, moi j'ai accroché sur un aspect observationnel. Il y a des gens qui disaient ça va très vite, ça fait de la lumière et ça fait pas de bruit. Et quand on décodait la vitesse, c'était de toute évidence en altitude assez faible, à vitesse supersonique. Alors, à vitesse supersonique, il y a un bang. Donc, la question qui émergeait, c'était est-ce qu'on peut voler à vitesse supersonique sans bang? Bon, j'ai consacré pas mal d'années de ma vie parce que j'ai pas été qu'astrophysicien. Au début, j'étais mécanicien des fluides. Hein. Donc, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Il y a eu une thèse de doctorat, il y a eu des tas de publications scientifiques, il y a eu des communications dans des grands congrès internationaux, à Moscou, au Japon, en Chine, enfin, etc. Et j'ai fait des efforts insensés pour développer ces recherches en France. On m'a mis tous les bâtons dans les roues possibles. Je peux dire une chose, c'est par exemple que depuis 20 ans, je n'ai pas eu un centime de crédit du CNRS. Vous savez, pas avoir un centime, c'est pas commode. Quand on doit chercher sans rien. C'est pas 1000 francs, c'est pas un centime. Bon, hein. Alors, ça a été jusqu'au moment où, en 86, j'ai abandonné. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces bâtons dans les roues? Parce que cet engin qui va à très grande vitesse sans faire de bande, c'est un missile de croisière hypersonique. Alors, on va en parler simplement. On peut s'arrêter 2 secondes sur un autre aspect. C'est d'imaginer des personnages qui ont une morphologie, qu'apparemment elles devraient obéir aux lois que nous connaissons, et quelle est la physiologie qui pourrait supporter de telles accélérations. Et là, dans l'un des textes humides que vous avez reçus, il y a une explication pour justement rendre cohérent la possibilité d'être dans un engin qui se déplace, et on verra après comment on peut authentifier déjà ces déplacements, mais comment la physiologie est adaptable à ce phénomène physique. Il y a déjà une chose, c'est que quand il s'agit des évolutions où on fait réellement les virages, mais il y a une façon très simple de résister aux accélérations, c'est d'être dans un fluide. Vous prenez un poisson rouge dans son bocal, vous pouvez le soumettre à 10 G, il supportera très bien, c'est normal. Hein. Il n'y a pas meilleur siège anti-accélération qu'un liquide. D'accord. Bon, c'est logique. Maintenant, les témoins d'OVNI disent on a vu des trucs prendre des virages à 90 degrés. Là, c'est pas notre physique, c'est autre chose. Et ça aussi, on a essayé de décoder un petit peu ce genre de choses. Mais si vous voulez, moi j'écrivais ça dans un article récent. Face au sujet OVNI, on est un peu comme des gens qui connaissent la marine à voile et qui essayent de comprendre comment marche un hydravion. On a des petits éléments pour comprendre certains trucs, mais on n'a pas tout. Donc il ne faut pas s'attendre à tout comprendre d'un coup. On comprend des petits aspects. Simplement, dans ce texte de Jean-Pierre Petit que vous avez eu, qui était donc signé les Humites, ils disent dans nos capsules, il y a une sorte de liquide, et vous faites une allusion, enfin, pour tenter de nous permettre de comprendre, au sable mouvant, en disant donc c'est à la fois du liquide et du solide, et c'est ce qui se permet à ce moment-là
à la masse de ces personnages venus d'ailleurs de ne pas exposer, de supporter l'accélération, c'est ça? Des fortes accélérations. Mais si vous voyez, il y a une chose aussi intéressante, c'est que c'est un milieu qu'on appelle thixotropique qui peut être à la fois alternativement solide et liquide, et on sait très bien qu'on supporte mieux des impulsions d'accélération plutôt que des accélérations constantes. Ça fait depuis le début de l'ère spatiale, on le sait. Donc il y a une espèce de cohérence dans ces textes qui est pas idiote. Donc par quelques bouts qu'on prenne ça, on se dit ce sont des grands spécialistes de tel domaine, des grands spécialistes de tel domaine. Moi je trouve que ça fait beaucoup de grands spécialistes pendant 35 ans en cosmologie, en maths, en astrophysique, en mécanique des fluides, etc. qui écrivent. Donc j'ai trouvé ça assez surprenant. Maintenant, je sais que cette affaire-là est intéressante. C'est un livre qui remonte déjà il y a plus de 10 ans et il est vraisemblablement plus trouvable en librairie. J'aimerais quand même parler de l'actualité. Oui, non, mais on peut parler de l'actualité, mais il faut qu'il y ait la genèse. Parce que ceux qui sont avec nous, si on saute les chapitres, ils vont pas avoir... Mais j'ai des choses à dire. Mais bien sûr, mais on va allons-y. Simplement, dans la logique donc de ces textes que vous avez reçus, que vous consultez, que vous auriez pu rejeter, et que votre curiosité de scientifique insatiable finit par authentifier parce qu'elle y trouve cette curiosité des éléments, vous allez vous-même inventer, à travers des maquettes, l'application de théories qu'ils mettent en exergue, et entre autres donc qui va vous conduire à ces propulsions inimaginables que l'on appelle la MHD. Alors il faut définir la MHD. MHD, effectivement, peut-être maintenant les gens ont un peu oublié ce que c'est. C'est l'art et la manière de se propulser dans l'air en agissant sur le milieu ambiant avec des forces électromagnétiques. Bon, ça n'est absolument pas de la science-fiction, ça a été inventé par Michael Faraday. Et alors, moi j'étais spécialiste très vite dès le milieu des années 60 de ce genre de choses. Je pense que j'étais le meilleur spécialiste français, que je le suis toujours, parce qu'il n'y en a plus maintenant. Et à partir de, effectivement, des années 66, 67, la France a décidé d'abandonner complètement la MHD, l'Angleterre aussi, toute l'Europe a abandonné, parce que ça coûtait cher et qu'on considérait que ça ne fonctionnait pas. En fait, les gens n'avaient pas compris que la MHD était la clé de la guerre des étoiles, mais à cette fin des années 60, personne ne songeait à une chose de genre. Et je suis allé en janvier 2001 à un colloque en Angleterre qui a été pour moi un choc. Et là-bas, j'ai rencontré une brochette d'Américains qui avaient 60, 70 ans, qui d'ailleurs, quand ils ont su que j'étais là, ils se sont précipités en disant « Vous êtes Jean-Pierre Petit ?» Oui. Eh bien, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était en 1975, c'est-à-dire il y a plus de 25 ans, quand j'ai eu vos notes compte rendu de l'Académie des sciences sur les aérodynes MHD. Et on s'est mis à parler, donc, boulot avec ces gens-là. Ça a duré plusieurs jours. Et là, ils ont été très bavards. Bon, ensuite, je savais aussi des choses sur ce qu'ils faisaient, mais j'ai eu confirmation d'une chose. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc, en cette fin des années 60, d'abord, au milieu des années 40, les Américains ont eu la preuve concrète que les ovnis étaient d'origine extraterrestre. Ils me l'ont dit. À ce moment-là, ils ont décidé de désinformer le reste du monde pour lancer des projets ultra secrets et exploiter ça. Alors évidemment, je suis revenu consterné de là-bas parce que l'exploitation, ce sont des armes. Le département de la défense américain a dit on va se garder cette information-là pour faire des armes. Et des armes, ils en ont fait. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est une torpille MHD qui va à 2000 km/h sous l'eau. Et ça, je vais écrire un livre, je vais donner des détails techniques là-dessus. Le premier ingénieur venu verra que je ne raconte pas de bêtises. Simplement, aujourd'hui, ces missiles sont opérationnels depuis 20 ans, la torpille. Oui, mais par exemple, que ce soit dans la guerre du Golfe, que ce soit dans les interventions actuelles en Afghanistan, apparemment, il n'y a pas eu ce type... Mais on ne les utilise pas, et on utilise des vieux rossignols. Alors pourquoi ils ne les utilisent pas? Pour que ça ne se sache pas. En fait, le département de la défense américain fait tous ses efforts pour qu'on ne sache pas que ces engins existent. Oui, mais alors quel est l'intérêt de les fabriquer en tant que tels? Parce qu'on les détient, on a une supériorité incroyable. Rendez-vous compte qu'ils ont un hypersonique satellisable qui vole depuis 10 ans, qui s'appelle Aurora, qui vole à 10 000 km/h et à 60 km d'altitude, et qui peut rentrer dans l'atmosphère sans bouclier thermique, avec un bouclier MHD. Ils ont des bombes à antimatière. Mais cette Aurora, par exemple, pourquoi ne pas l'avoir utilisée au moment de la guerre du Golfe? Pourquoi foutre? Parce que y a ces fameux bombardiers furtifs qui sont quand même d'une technologie invraisemblable. Ça suffit, le B2 suffit. C'est pas la peine de sortir Aurora. Vous n'allez pas utiliser un laser d'1 terawatt pour tuer le moustique, ça sert à rien. Sauf que ça vous permet d'afficher toute votre superbe et toute votre... Justement, toute l'astuce des Américains, c'est qu'ils n'ont pas affiché leur supériorité et qu'actuellement les militaires européens découvrent avec stupéfaction qu'ils ont 25 ans de retard sur la technoscience américaine. 25 ans irrattrapables. Alors, mais comment vous avez pu avoir ces informations
parce que le scientifique ne peut pas se contenter d'avoir une information qui ne serait à ce moment-là qu'une rumeur, l'authentification des dites informations sur, par exemple, ces missiles de 2000 km/h. Voilà. Alors, effectivement, au niveau de la rumeur, on peut raconter n'importe quoi. Voilà. Bon, mais par exemple, une torpille MHD, elle a un problème, c'est qu'il faut qu'elle pénètre dans l'eau. Or, justement, il faut qu'elle soit MHD, parce que la MHD, ça supprime le frottement. Les grandes vitesses dans la flotte, c'est le frottement de l'eau. L'eau est terriblement résistante à l'avancement. Or, la MHD supprime le frottement. Mais j'avais montré ça dès 77. Je veux dire que et vous l'aviez montré. Bien sûr. Simplement, là encore, pour qu'on soit dans la cohérence, pour ceux qui nous écoutent, vous l'aviez démontré parce que vous aviez travaillé sur le sujet, car il y avait l'information suggérée par les UMIF. Bien sûr, mais allons au concret. Le concret, c'est les applications. Donc, si vous voulez, il y a une chose où vraiment j'ai été surpris quand j'ai rencontré Alan Holt, qui est le type qui a développé ces choses-là pour l'armée américaine. Et je lui ai dit, ça doit pouvoir aller à 400 km/h, un truc comme ça. Et il m'a dit, oh, much more, beaucoup plus, mon vieux. Je lui ai dit, combien? 2000. Moi-même, j'ai été dépassé par ce truc-là. Ensuite, cette histoire d'avion hypersonique qui va à 10 000 km/h. Bon, il y a un problème, c'est l'entrée d'air. L'air est recomprimé à très haute température, et moi, je comprenais pas comment on pouvait envisager une croisière. Eh bien, il y a une astuce géniale, phénoménale, qui est basée sur la MHD, et qui en plus est basée sur mes propres idées. C'est extraordinaire que j'avais pas vu cette application. Donc, si vous voulez, quand j'ai rencontré ces gens-là, j'ai réalisé que dans les black programmes américains, dans les programmes de pointe comme ça, je suis perçu comme le Louis Blériot de la MHD. Alors quand on dit black programme, c'est-à-dire les programmes au noir, quoi. Programmes au noir. Ce qu'on ne connaît pas, quoi. Des programmes au noir, je veux dire que là, il y a eu une politique à partir de ces débuts des années 70, même fin 60. On développe des trucs, mais il faut absolument pas que ça se sache. Et le développement, c'est l'Air 51, c'est des trucs qui sont souterrains. Aurora, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il y a un type qui a pris des photos, il a vu un truc passer qui allait à une telle vitesse. Il s'est dit, c'est pas possible, ça va incroyablement vite. Bon, maintenant, on sait pourquoi la traînée avait cette forme. Nous sommes avec Jean-Pierre Petit, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Son dernier ouvrage, que vous trouvez dans toutes les librairies, en particulier en collection poche, On a perdu la moitié de l'univers. Et donc, il sera l'un des participants au festival Sciences Frontières à Cavaillon, qui débute le 22, donc après-demain, et qui se poursuivra jusqu'au 26. Avec Jean-Pierre Petit ce matin, donc astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, je dirais le mauvais canard de la recherche. Il y en a beaucoup qui voudraient lui faire fermer le bec. Alors il y a ces ouvrages qui nous permettent d'aller plus loin. Un site internet aussi? Oui. Allez-y, donnez le... www.jp-petit.com. D'accord. Voilà. Hein, alors moi j'y connais rien, mais bon, il suffit de taper le truc et ça marche tout seul. Donc votre ouvrage, On a perdu la moitié de l'univers, et puis également Enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous aux éditions Albin Michel, Enquête sur les ovnis également chez Albin Michel, et ce festival Sciences Frontières à Cavaillon à partir d'après-demain et jusqu'à dimanche prochain. Alors, Jean-Pierre Petit, non seulement il y a ces armes, cet avion, etc., donc qui volerait de temps à autre, mais je voudrais aussi qu'on s'intéresse à un moment, là on oublie les Américains un instant, pour une information que vous avez remarquée du côté des Soviétiques avec Sakharov. Sakharov qui, dans un discours, lorsqu'il reçoit le prix Nobel, donc fait allusion d'une certaine manière aux extraterrestres. Vous l'avez remarqué, oui. Bah oui, attendez, moi quand je dis, hein. Dans son discours de réception de prix Nobel, c'est extraordinaire, mais personne n'a fait attention à cette époque, personne n'a fait attention. Le texte, vous l'avez, bon... Pour résumer, parce que, donc, il dit, de façon très claire, et c'est en ponctuation de son discours, qu'il y a des... C'est la conclusion. Voilà, c'est la conclusion de son discours de réception de prix Nobel. Il dit que l'attitude de recherche vis-à-vis de ces écoutes de messages est extrêmement importante parce qu'on pourrait avoir un contact avec. Et moi, je pense que peut-être ce contact, il l'a eu. Alors, d'autant plus qu'apparemment, l'origine de son prix Nobel, les travaux qu'il a menés, sont plutôt, je dirais, proches de ce que, développaient une partie de ce que vous aviez abordé, vous, comme recherche. Je pense pas qu'il ait eu le prix Nobel pour... Est-ce qu'il n'a pas eu le prix Nobel de la paix, tout simplement par... Ah oui, peut-être, oui, d'accord. Non. Bon, il a fait des travaux de cosmologie et moi, je savais pas. J'ai sorti mon premier travail en 77. J'ai appris 10 ans plus tard qu'il avait travaillé là-dessus. Donc, je trouvais ça assez étonnant. Il y a aussi une chose que les gens ne savent pas, et ça, c'est développé dans je trouve mon meilleur bouquin, c'est Les Enfants du Diable, chez Albin Michel, qui est sur le rapport entre l'armée et les scientifiques. Et là-dedans, il y a toute une annexe. On voit que Sakharov, c'est le père de la MHD russe. Donc c'est assez curieux. Il y a une similitude MHD Cosmo, pareil, quoi. Alors,
Au-delà des armes, je dirais, à moins que vous ayez encore un ou deux éléments à nous donner, mais c'est déjà pas mal de prévoir qu'il y a... Alors allez-y. On découvre maintenant, par exemple, que Américains et Russes ont développé des armes bactériologiques complètement phénoménales. Je voudrais donner une précision, c'est que lorsque j'ai écrit le livre sur les humides, donc en 92, ça commence par une évocation de la lettre du Golfe, la lettre que les Espagnols avaient reçue quelques jours avant le déclenchement des hostilités. Et j'ai pas reproduit cette lettre. Je l'ai pas reproduit parce que j'ai pas osé. Parce que dans cette lettre, il y avait un passage disant nous vous avertissons que Saddam Hussein a implanté dans les pays occidentaux 65 commandos équipés avec des armes bactériologiques prêts à empoisonner les gens. Mais Jean-Pierre Petit, quand on a ce type d'information, quelques mois, quelques semaines avant la guerre du Golfe, on peut se dire aussi qu'il s'agit là d'une manipulation des services secrets américains. Pourquoi pas? Écoutez, est-ce que c'est une hypothèse que vous ayez envisagée? Franchement, dans cette lettre, il y avait le détail de toutes les cibles qui allaient être attaquées par missiles de croisière. Il y avait la description du GPS qui était pratiquement inconnu à l'époque, donc qui était ce qui allait donner la supériorité des Américains. Les Irakiens avaient dit les Américains vont se perdre dans le désert, mais quand vous avez un GPS, vous vous perdez pas. Donc ils ont écrasé complètement les Irakiens. Tout ça, c'était décrit par le MUL dans ce texte. Alors pourquoi voulez-vous que des services secrets américains, plusieurs jours avant, dévoilent l'essentiel des plans de bataille? C'est absurde. Alors, pour autant, comment se fait-il qu'il n'y ait que quelques personnes qui se retrouvent au contact de ces personnages venus d'ailleurs, qui donnent des informations extrêmement dérangeantes et qui peuvent permettre aussi d'aller plus loin dans la recherche? Et si on suit votre hypothèse, qui est extrêmement cohérente dans son développement à travers vos ouvrages, donc que l'on arrive à ces armes inimaginables que détiendraient les Américains, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi des Espagnols et comment les avoir choisis? À un moment donné, vous dites c'est parce que, d'après les extraterrestres en question, c'est parce que les personnages contactés n'ont pas tout à fait les mêmes capacités cérébrales que les autres, c'est ça? Oui, mais surtout il y a une chose, c'est que les Espagnols, c'est ceux qui ont parlé, mais il y en a plein. Il y a un réseau français. On n'a jamais pu foutre la main dessus. Il y a des Français qui sont dans cette affaire-là. Bon, moi, vous n'êtes pas de ce réseau et pourtant on aurait dû vous contacter. Non, mais j'ai reçu des courriers, j'ai reçu des trucs, j'ai eu un contact, c'est vrai, même postérieurement au livre, bien sûr, parce que cette histoire-là a continué. Mais il y a un réseau implanté, organisé en France, il y en a un en Italie, il y en a un en Angleterre, il y en a en Russie, il y en a partout. Il y a que les Espagnols qui ont parlé. Mais alors, pourquoi il y est? Parce que là, quand je vous écoute, il y a donc des milliers de personnes qui se retrouvent dans ce réseau qui devient mondial. Oui, absolument. Et alors pourquoi l'information n'arrive pas? Parce que bon, quand il y a 3 personnes déjà qui ont un secret à partager, en général, il y a toujours un traître. Alors quand il y en a autant... Si vous voulez, il y a une chose, c'est que le moyen de pression donné, c'était si vous parlez, vous n'aurez plus d'informations. Et en Espagne, c'est le père Guerrero qui a disjoncté complètement et qui a mangé le morceau. C'est tout. Peut-être que s'il n'avait pas parlé, on n'aurait jamais rien su. Et rappelez-vous qu'à cette époque-là, les Espagnols ont reçu un courrier du Canada, du groupe canadien, disant vous savez que nous avons ordre de ne pas parler. Pourquoi avez-vous parlé? Voilà. Mais alors pour autant, revenons à cette idée de personnage qui pourrait avoir une capacité intellectuelle peut-être supérieur aux autres, et c'est pourquoi ils seraient sélectionnés. Comment des personnages qui ne sont pas nombreux, au départ ils sont 6 seulement à se poser à Digne, selon cette version. Oui, après il y en a beaucoup plus. Oui, bien sûr. Mais comment peut-on repérer les capacités cérébrales d'un individu? Parce que même quand on ne le connaît pas, il n'y a pas de possibilité de savoir. Moi, si je suis extraterrestre, repérer Jean-Pierre Petit, de me dire ce type-là, il est plus intelligent que les autres, c'est pas évident. Justement, ils cherchaient pas les gens intelligents, parce que les gens intelligents, il y a un document qui dit nous excluons les scientifiques parce que ce sont des gens qui sont capables d'apporter la preuve de notre existence que nous ne souhaitons pas. Donc ils ont pris une frange moyenne. Mais alors pourquoi se faire connaître si on veut pas être connu? Puisque là, c'est une expérience sociologique, c'est tout. C'est-à-dire, on prend un échantillonnage de gens et, par exemple, les Espagnols choisis ont été choisis au hasard dans l'annuaire. Carrément. D'accord, mais avec une certaine catégorie socio-professionnelle. On leur a envoyé des textes et on a voulu voir comment ils réagissaient. Et comment ils réagissaient de 2 façons. La première, c'était leur discours, mais aussi l'analyse à distance de leur circuit encéphalique. C'est-à-dire que nous savons maintenant faire des scanners, des choses comme ça. Il y a même des recherches, il y a des gens qui seront capables d'avoir une image en 3D du cerveau, et quand on pose une question à un type, on voit des petites lumières qui s'allument, on voit comment la vascularisation change, etc. On imagine très bien que des gens puissent, dans 3 siècles, faire ça à distance et qu'on sache comment le cerveau réagit. Oui, mais à ce moment-là, il n'aurait même pas besoin. Si on a une telle avancée technologique, il faut le stimulus, il faut les textes. Donc ces gens-là, on leur demandait de lire les textes à voix haute. Donc en lisant les textes à voix haute, ça crée une réaction dans leur encéphale qui était enregistrée. C'est ça le but de la manie. Bon, alors, là encore,
il y a des informations qui nous sont données sur la morphologie de ces humites. Et moi, Ils sont hypothétiques, vous savez, peut-être. Oui, voilà. Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent dire n'importe quoi. Peut-être qu'ils font 1m10 et qu'ils se font passer pour des mecs d'1m80. Peut-être, on n'en sait rien. Tout simplement, faut qu'ils soient proches de nous. Dans leur apparence, parce que sinon on les aurait repérés. Il n'y a pas de petits hommes rouges. Il faut que ce soit des gens qui soient proches de notre morphologie humaine. Oui, là, vous voyez, par exemple, on parle de choses qui sont hypothétiques et, comme je vous ai dit, le verbe croire n'appartient pas au verbe scientifique. Donc, on parle de ces gens comme s'ils existaient, ce que je n'ai jamais affirmé. Donc, ça, par contre, je voudrais... Non, mais alors, simplement, pour essayer de comprendre, parce que c'est ça la démarche intéressante, c'est que vous vous référez à des textes qui vous permettent des avancées. On va voir qu'il y en a d'autres, parce qu'il n'y a pas que les militaires, des avancées dans la pensée. Et, donc, vous les authentifiez d'une certaine façon, puisque vous suivez les pistes qui vous le suggèrent. Ils sont fonctionnels. Voilà, mais pour autant, donc, vous n'êtes pas sûr que ces humites existent véritablement? Et à la limite, je m'en fous. Oui, non, mais le problème, c'est de comprendre votre la question à me poser, c'est est-ce que ces textes fonctionnent? Ma réponse, c'est 100% oui, ils fonctionnent. Maintenant, qui est-ce qui les a écrits? Je ne sais pas. Vous savez, il y a le juge d'instruction et le jury. Moi, je ne suis que le juge d'instruction. Ne me demandez pas de donner une conclusion pour le procès. Par contre, ce que je voudrais vous dire, qui est un peu une retombée de cette visite à Brighton, je suis revenu de là-bas consterné. Parce que j'ai réalisé une chose, c'est qu'en 53 ans, qu'est-ce qu'ont fait les terriens d'informations extraites de ce dossier OVNI? Des armes uniquement. Et franchement, quand on voit ça, on se dit, je serai extraterrestre, ces gens sont fous. Vous comprenez? Les terriens sont fous. Mais parce que ces gens-là m'ont raconté ça avec toute candeur. Nous avons des torpilles, nous avons des avions, nous avons des bombes antimatières. Qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est formidable. Moi, j'étais consterné. Mais n'est-ce pas la misère de la pensée humaine? Parce que quand on regarde l'histoire, quelle qu'elle soit, c'est toujours à travers l'armement que l'on développe les plus grandes, les plus grandes filières de pensée. C'est là où on s'investit le plus. C'est dans l'armement, dans la recherche de l'armement. Dans mon livre Les Enfants du Diable, j'ai montré comment justement cette espèce de folie était née avec le projet Manhattan et tout ça. Mais ça continue. Regardez, on découvre que les Russes avaient fabriqué des quantités hallucinantes d'armes bactériologiques. Il y a même un journaliste qui a interviewé un scientifique russe. On s'aperçoit que le type, il est pris dans son truc et il se pose même plus la question de savoir à quoi ça peut servir. C'est simplement, c'est fascinant. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais ils sont quand même candides, les humites, s'ils existent, parce qu'ils nous mettent sur des pistes et après ils s'étonnent qu'on en fasse ça. Non, disons que moi j'ai peut-être été une bavure pour eux parce que ces trucs-là étaient peut-être pas faits pour être compris, du moins si facilement. J'ai quand même travaillé des milliers d'heures, pour arriver à sortir ces trucs-là. Les gens qui s'imaginent qu'on va lire un texte comme ça et sortir quelque chose, ça marche pas, quoi, c'est tout. Mais il faut bien que les Américains aient eu aussi connaissance de ces textes. Ils n'ont pas eu que ces textes, ils ont eu des épaves, ils ont eu des informations, ils avaient des enregistrements. Pensez donc, à partir du moment où on se dit que les gens sont pas des imbéciles, il y a une tapée de choses à faire. Il y a à équiper les avions de chasse avec des bonnettes spectrographiques pour avoir des spectres d'OVNI. Il y a étudier les traces biologiques après les atterrissages. Il y a des tas de choses. Et puis quand on a des épaves, on a des informations extrêmement importantes. Et les Américains de Brighton m'ont dit, on a vu ça, c'est vrai, ils l'ont confirmé. Petit, qui est l'un des participants au festival Sciences Frontières, donc à Cavaillon, début après-demain, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. On a perdu la moitié de l'univers chez Hachette, le dernier ouvrage, et qui est maintenant en poche. Alors, il y a des pistes invraisemblables qui apparaissent dans ces textes humites, et en particulier, alors, il y a les univers gémellaires, vous allez nous dire ce dont il s'agit, la courbure de l'univers, les formes des galaxies, comment on pourrait les expliquer, etc. La vitesse de la lumière, qui est l'un des grands mythes, et qui alors serait variable. Écoutez, il y a une chose, c'est que depuis janvier 91, mes travaux, je les mets entre guillemets, parce que c'est des travaux que j'ai fait à partir de ces choses-là, commencent à apparaître dans des revues, pour la science en parle, Science et Avenir, etc., etc. Et à chaque fois, on dit des Américains ont trouvé ceci, des Américains ont trouvé cela, et c'est vrai que c'est un petit peu, il y a de quoi être un peu amer parce qu'on se dit voilà mes idées qui commencent à apparaître. Mais c'est le lot du novateur, mon cher Jean-Pierre. Sous d'autres noms. Alors il y a un truc par exemple, c'est que il y a un gars qui s'appelle Moffat, qui est un Canadien, qui est persuadé qu'il a inventé le concept de vitesse de lumière variable en 93, alors que moi j'ai publié en 88-89 des travaux à Modern Physics Letters. Alors je lui ai écrit, il m'a pas répondu. C'est très emmerdant de découvrir qu'on n'est pas le novateur. Mais la faute de tout ça, c'est votre patronyme. Petit, fallait vous appeler grand. Petit reste petit, je sais pas. Quand vous cherchez un exemple, où est-ce qu'on trouve pour la première fois mention de modèle à vitesse de lumière variable dans ces textes humides? Alors il n'y a pas de problème. Et donc qui remonte à quand? À 1950, 1960? À leur diffusion, 66.
66-67. Et là-dedans, toutes ces descriptions sont le modèle vitesse lumière variable. Alors moi, j'ai fait des travaux là-dessus que j'ai publiés en 88-89. Mais sinon, c'est une piste à laquelle vous ne vous seriez jamais arrêté. Bien sûr que non. Vous vous rendez compte, faire varier la vitesse de la lumière, il faut être fou. Voilà. Et maintenant, regardez, ça commence à être à la mode. Hein, bon. Et puis la pluralité cosmique, le fait qu'il n'y ait pas un seul feuillet d'univers, ça commence à être à la mode aussi. Doucement, ça vient. Alors il y a un truc merveilleux, il y a un Américain de New York qui m'a écrit, lui il découvre la vertu des particules à énergie négative, autrement dit l'univers jumeau, quoi. Hein. Mais alors il y a aussi un Chinois, de Hong Kong qui travaille, et ils ont découvert mon site internet, ils ont découvert mes travaux là-dedans. Ils ont été stupéfaits parce qu'ils croyaient être en avance alors qu'ils s'apercevaient que je faisais plein de choses. Et à ce moment-là, ils ont cherché Marseille dans un atlas pour savoir où c'était. Ils se sont dit, où est-ce qu'il est, ce type? Ils ont regardé. Il y avait un Chinois et un Roumain qui sont adorables, comme ça. Ils m'ont écrit un message en disant que lorsqu'on a vu vos travaux sur votre site, on s'est invité de chercher où était Marseille. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la science aussi, il y a la recherche sur ce que l'on appelle l'antimatière. Et alors, dans ces textes humides, il apparaît clairement qu'il y ait là encore des indications, puisqu'ils disent c'est à partir de 100 millions d'atmosphères que la matière devient antimatière. Oui, alors ça c'est une énorme problématique justement. C'est un problème de physique théorique. Et moi, ça m'a été confirmé à Brighton. Je veux dire que les Américains ont fait des expériences de compression thermonucléaire à très haute pression. Ça, c'est normal, parce que quand vous faites des explosifs, vous utilisez ce qu'on appelle les charges creuses. Les charges creuses, vous savez que les charges creuses, ça permet de percer les blindages de chars. Bon, c'était normal de faire des charges creuses thermonucléaires. Pourquoi faire? Pour arriver à atteindre les bunkers. Et vous vous rappelez que Reagan avait un bunker dans les Rocheuses qui était à 1500 ou 2000 mètres de profondeur. Tout d'un coup, on apprend une chose, c'est que ce bunker est abandonné et que désormais, en cas de guerre nucléaire, Reagan prendra place dans un 747, c'est-à-dire dans un truc en papier de chocolat. Vous vous rendez compte, on construit un abri à 2000 mètres de profondeur. Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on est capable de faire des trous de 2000 mètres. Et comment est-ce qu'on fait ces trous avec ce genre d'armes? Mais là, de la part des Américains, ils subodorent donc que les Soviétiques soient capables aussi de la même avancée intellectuelle. Bien sûr, mais c'est pour ça que le site d'Albion, ça sert plus à rien. On est capable de faire des gros trous maintenant, et si on fait des gros trous, c'est pas avec des bombes atomiques, c'est avec autre chose. Et moi, j'ai eu confirmation, les Américains détiennent des bombes à antimatière. Et ces bombes à antimatière, elles ont une dangerosité maximale, car on peut réduire leur charge à 3 fois rien, à 40 tonnes de TNT. C'est gros comme une balle de golf. Hein. Et avec une navette spatiale, on peut arroser un pays avec ce genre de balles de golf et le ravager sans créer d'hiver nucléaire. Donc l'équilibre de la terreur, c'est fini. Vous notez bien ça. C'est une information importante. Nous sommes restés en paix grâce à la monstruosité de nos armes thermonucléaires. Maintenant, ce truc-là est terminé. Et ça ne se sait pas. Alors là, en l'occurrence, les humides, quand ils voient toutes ces évolutions, pourquoi continuerait-il? Est-ce qu'il continue à communiquer avec nous et nous donne-t-il d'autres éléments pour aller plus loin dans les recherches? Écoutez, ils ont fourni un maximum d'éléments pendant un certain temps. La grosse question qu'on peut se poser, c'est quand on a des interlocuteurs comme ça, mais qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Peut-être qu'ils sont aussi perplexes que nous. Je vous assure que l'incidence que ça a eu sur moi en tant qu'homme, c'est pas de me poser la question de savoir comment est fait un extraterrestre ou que ce soit. C'est un regard sur l'humanité. Je n'avais jamais regardé l'humanité avec le regard que j'ai eu avant d'avoir lu ces textes. Nous sommes des fous. Oui, mais il n'y a pas que les textes, Jean-Pierre Petit, dans votre ouvrage, enfin l'un de vos ouvrages. Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous, le mystère des humides, par 3 fois. Vous vous retrouvez à vivre des événements personnels, on peut quand même s'y arrêter 2 secondes, où là, c'est votre intégrité physique qui est mise en jeu, puisque, alors, j'ai noté, il y a, dans votre maison de campagne, en 1989, alors racontez. Je vais raconter une histoire très très drôle, parce que là, il y a eu une suite, justement, qui n'est pas connue dans mes livres. D'accord. Donc, il y a un passage dans mes livres où j'ai mis souvenir ou rêve. Je me suis dit, je vais tout raconter. Oui. Mais là, je me sens pas, c'est un témoignage, c'est mon propre témoignage. Disons qu'à un moment, je m'assoupis et je me retrouve avec une cicatrice. Bon, il y a des histoires comme ça, de gens à qui on a fait des trucs. J'avais un hématome, j'avais un truc déjà cicatrisé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et votre femme le constate. Absolument. Et à ce moment-là, il y a un médecin, un ami que je vais voir, qui me dit, mais c'est une cicatrice profonde,
il y a une sous-cicatrice musculaire, donc on est allé intervenir. C'est pas une éraflure que je me suis fait en m'écorchant. Bon, je ne prends pas ça au tragique du tout. Je me dis bon, bah. Attendez, vous avez quand même un caractère bizarre. Ah parce ouais. que moi, ça serait moi, je vais vous dire. Quoi faire? Non, mais je sais pas, mais moi je tomberais dingue. Enfin, ça m'empêcherait de dormir là pour un bon bout de temps. Voilà, imaginez qu'on vous fasse une intubation pour vous prendre, je sais pas, du sperme ou de l'urine. Bon, bah. Ça serait peut-être ça. Non, moi, ça serait la première version qu'ils aient cherché. Oui, et là, bon, il y a cette cicatrice. Je raconte ça. Pour moi, ça fait partie du folklore parce que ça n'est que mon propre témoignage. Et puis, mon livre est traduit au japonais, au Japon. J'ai un traducteur japonais qui s'appelle Nakajima. Et Nakajima vient, il y a, je sais pas, 6-7 ans, passer une année sabbatique en Europe, et il séjourne en particulier en France. Il arrive à Aix-en-Provence où il a loué une maison pendant 3 mois. Et il arrive, et dès qu'il arrive, il me téléphone en me disant, Monsieur Petit, est-ce que vous pouvez venir? Je dis oui, mais c'est dimanche matin, à 9h, il y a une urgence. Oui, absolument. Mais vous pouvez pas me dire au téléphone? Non, je peux pas vous dire au téléphone. Et je vais le voir dans sa maison, et dès que j'arrive, il soulève sa chemise, il me dit, la cicatrice, c'est la même. On était écroulés. Alors on savait pas quoi faire. Je l'ai emmené aux urgences d'Aix. Je lui ai dit, écoutez, dites que vous avez été agressé. Alors il est allé se faire examiner. Vous imaginez, un dimanche matin, le type arrive avec une griffure de chat, une cicatrice. Un interne regarde ça, lui a fait un petit certificat pour... Et vous, en tant que scientifique, à ce moment-là, vous n'avez pas envie de vous précipiter vers un de vos amis dans un laboratoire et de faire une auscultation à il est mort. J'avais un ami, exactement, mais j'avais un ami qui aurait pu faire des tas de trucs, mais il est mort. Mais vous imaginez arriver à l'hôpital Var de Marseille avec un type qui a juste une petite cicatrice de rien du tout en disant voilà, je voudrais qu'on fasse une IRM, je voudrais qu'on fasse... Ah non, mais non, là c'est battu, là dans ce cas-là c'est battu. Là, c'est battu. Alors, le truc, c'est que Nakajima ressort avec son certificat, il dit c'est mieux que rien. J'ai dit c'est tout ce qu'ils ont fait. Il dit non, ils m'ont fait une piqûre anti-tétanique. Ils n'avaient pas de sérum anti-extra. Non mais c'est folklore, hein, parce que franchement. Et alors le truc, c'est, on peut dire, ce japonais, il sait fabriquer cette cicatrice, c'est compliqué aussi ça. Ben oui, là, après, c'est l'extrapolation que l'on peut faire par rapport à ceux qui ont des stigmates et où on dit que c'est le psychisme qui l'emporte. Alors nous sommes avec Jean-Pierre Petit, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. On a perdu la moitié de l'univers. Avec Jean-Pierre Petit, qui sera donc l'un des invités du festival Sciences Frontières à Cavaillon à partir d'après-demain. Il tiendra conférence et donc il ira encore plus loin dans les propos. Enfin, quand je dis plus loin, il aura le temps de répondre à toutes les questions. Donc, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, ses ouvrages, On a perdu la moitié de l'univers. Je dirais que toutes les théories que vous développez dans cet ouvrage, entre autres, sont consécutives à ces textes humides que vous avez eu dans les mains. Je pense. Hein? Et je voudrais maintenant dire, c'est une toute petite parenthèse, pourquoi tout d'un coup, après 6 ans de silence, je me mets à tenir des propos qui, pour mes collègues, sont perçus comme extrêmement provocateurs. Hein? Il y a des collègues qui vont me dire, mais tu parles de nouveau de ces choses-là, tu vas te discréditer. Mais je dirais que, en restant 6 ans silencieux, ça n'avait strictement rien changé. J'ai été interdit de parole dans un colloque en 99, un type disant, s'il prend la parole, je m'en vais. Enfin, je veux dire, l'hostilité du monde scientifique est une chose très réelle. Donc, c'est pas la peine. Non, mais la norme l'emporte dans toutes les époques. Ça, c'est le bon. Autant parler, ça sert oui, c'est pour ça, vous avez raison. Autant parler. Si c'est pour que les gens vous fassent la gueule, autant que ce soit pour quelque chose. Les tenants des théories dominantes, voilà. Non. Mais je voudrais jamais la moindre... Il y a une chose que j'ai vécue il y a 3 pays, j'ai un vieux copain, que je suis très lié avec lui depuis 25 ans, c'est un grand scientifique, c'est un type solide, intègre, qui a une grande qualité, qui a découvert des tas de choses, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais à chaque fois qu'on parle de ces choses-là, il me disait à chaque fois, tu connais mes idées, il m'arrêtait. Puis à un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu as lu des livres là-dessus? Il m'a regardé en me disant, ben non. Mais est-ce que tu as lu mes livres? Ben non. Et j'ai pas insisté. Mais vous voyez, 99% des scientifiques se prononcent sur un sujet dont ils ne connaissent strictement rien. Non, parce qu'ils partent du principe qu'ils n'ont pas le temps de s'intéresser. Ça n'est pas intéressant. Voilà. C'est pas la peine que je m'y intéresse, car ça n'est pas intéressant. C'est l'hérésie, ça sort trop de ce qui a été mon cheminement intellectuel, ma voie de la connaissance, voie de connaissance authentifiée par des prix, et c'est donc cette bonne filière. Il n'y a pas de débat. Vous ne ferez pas un débat télévisuel avec des grands scientifiques, parce qu'ils diront, je vais pas aller dans un truc comme ça, j'ai autre chose à foutre. Alors, pour autant, je reste sur des idées, non pas que j'aime le spectaculaire pour le spectaculaire, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils... Et il y a pas mal de chercheurs, hein. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, des professeurs en médecine, etc. Parfois, ils demandent l'anonymat, mais je vous assure, j'ai énormément de courriers. Et donc, ça prouve que il y a la face, et puis il y a également ce que l'on trouve côté court. Hein. Eh bien, donc, simplement, les faits aussi invraisemblable que celui de tout à l'heure, vous en citez 2 ou 3 autres exemples. À un moment donné, vous êtes à Madrid avec votre femme, là aussi, et vous vous retrouvez dans l'incapacité de bouger, vous sentez une personne autour de vous et une intervention qui se fait sur vous.
Oui, mais ça, encore une fois, Oui, mais moi, j'ai classé ça dans le livre Souvenirs au rêve. C'est mon témoignage. Bon, c'est tout. Donc, mais c'est intéressant parce que comment vous l'incorporez dans votre psyché? Je vais vous dire une chose, peut-être que ce genre d'aventure m'a amené à comprendre une chose, c'est que je n'étais qu'un homme parmi beaucoup d'autres. Hein. Donc, il m'arrive des choses comme ça, je suis un peu traité en cobaye, ça ne m'émeut pas plus que ça. Moi, ce qui m'a, je dirais, traumatisé, c'est de prendre conscience de la connerie de l'humanité. On est vraiment comme dans une guimbarde, il n'y a personne au volant, il n'y a personne, et ça fonce à une vitesse folle, et on commence de plus en plus. Disons que, non mais c'est un emballement, mais quand on regarde l'histoire, ça a toujours été comme ça. Alors la technologie ne fait que amplifier le phénomène. Moi, je suis revenu d'Angleterre, j'ai appris ces trucs-là, il y avait de quoi pleurer, quoi, c'est tout. Mais pour autant, comment arriver à concilier sa vie de terrestre en se disant qu'il y a peut-être ailleurs des civilisations qui possèdent plus d'éléments que nous, qui auraient une certaine sagesse, et de se sentir peut-être... Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être manipulé, d'être dans cette hypothèse de civilisation venue d'ailleurs? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? C'est pas le sentiment d'être manipulé, le truc, c'est que c'est un sentiment d'impuissance. Je vais écrire un livre, ça servira à rien. On fait cette émission, ça va servir à rien. Ça va peut-être faire réfléchir des gens. Il y a quand même 1 500 000 personnes qui écoutent, là. D'accord. C'est pas rien. Bon, c'est pas rien, mais quand même, les scientifiques ne changeront pas d'un poil. Tout le monde continuera à rester aveugle comme ça. Hein. C'est tout. Et ça, on l'a bien vu avec... Sauf qu'on n'est pas tout à fait aveugle. La meilleure preuve, c'est que les théories que l'on évoquait tout à l'heure, à savoir la gémilité des univers, à savoir l'antimatière, à savoir les formes des galaxies, à savoir, etc. Tout ça, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui travaillent sur ce sujet et qui donc ont une dissonance par rapport à la pensée la plus établie. Ça commence à émerger. Mais il y a une chose que j'ai pas dite que je voudrais dire aussi, mais très brièvement, les gens se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans les hautes sphères à propos des ovnis? Là, je peux donner une réponse. Il n'y a rien. C'est le vide. Si vous montiez dans les hautes sphères européennes, françaises ou n'importe quoi, les gens ne s'y intéressent pas. Il n'y a pas, alors qu'en Amérique, c'est un sujet hyper pointu, quoi. Alors, il y a également un autre domaine sur lequel j'aimerais que l'on s'arrête une seconde, c'est celui de l'hypothèse, parce que c'est une belle hypothèse suggérée dans ces textes humides qui dit, en réalité, chaque être composant notre humanité est une sorte de particule, et il y a une sorte de ramification globale qui crée une sorte de grand réseau, et nous serions en réalité, il y a une sorte d'entité à travers la Terre, c'est ça? Disons que un grand cerveau. Il y a énormément de documents qui ont été émis et reçus, il y en a qui n'ont pas été diffusés. Et on les a pas diffusés parce que on a pensé que ça créerait des sectes ou des choses comme ça. Et ces documents traitent de la métaphysique. Alors justement, et la métaphysique, eh bien, c'est quelque chose qui ne se dissocie pas de la physique. Il y a des gens qui commencent maintenant peut-être à penser à ça, parce que ce qui est aberrant, c'est que pour le scientifique, un être humain, c'est une machine. Vous avez Edelman qui a écrit « Je suis persuadé que nous fabriquerons un jour des robots pensants et conscients ». Alors nous sommes des robots, nous sommes des machines langagières, des élacans, nous sommes des machines cybernétiques. Non, nous ne sommes pas que des machines. Et la conscience, par exemple, quand il y a des livres qui sont du genre du singe à l'homme, hein, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Coppens, dans un bouquin, résolvait ça par une entourloupe. Si on devait poser la question, qu'est-ce que c'est que l'hominisation? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup un primate devient un homme? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait continuellement, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait d'un coup? Il y a un grand mystère là-dedans. Non, mais de la même façon, qu'est-ce qui permet à la fourmi d'être une sorte de batifoleuse inconsciente, et pour autant le groupe fourmi d'avoir une gestion d'ensemble qui donne une cohérence des plus troublantes? L'hypothèse centrale de la science, c'est tout se passe dans un univers à 4 dimensions. Nous sommes en train de nous parler, j'échange avec vous des ondes sonores et je n'échange que ça. Toute communication qui serait extrasensorielle est à proscrire. Or, toute notre physique passe par l'extension d'une onde de dimension. Hein, c'est pas 4, ça va être 10. Bon, dans un truc à 10 dimensions, il s'en passe des choses. Il y a des canaux informatifs évidents. Hein. On ne peut pas se limiter à ça. Mais selon cette théorie, et on terminera là-dessus, c'est quand même formidable parce qu'ils disent, ils suggèrent que nous pourrions être comme le corps en homéostasie, plus ou moins stable, hein, et où chaque individu, agissant en particules, il a l'illusion de l'autonomie, mais à la fin, ça crée une grande ramification d'ensemble. Nous sommes même psychiquement des éléments d'un ensemble. Voilà.
Jean-Pierre Petit, merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de renouer avec les médias en notre compagnie. Et puis, ceux qui se trouvent du côté de Cavaillon, ça vaut même la peine de se déplacer, de faire un saut d'avion ou de train ou de la voiture. Donc, à Cavaillon, à partir du 22 jusqu'au 26, avec entre autres Rémi Chauvin, Patrice Serre, René Péoc, Jean-Pierre Lantin, le père François Brune, Didier Van Kovlart. Et votre dernier ouvrage, On a perdu la moitié de l'univers, c'est un ouvrage à lire parce qu'il ouvre bien des perspectives.